Pourquoi est-ce qu'on parle autant des aidants aujourd'hui? Eh bien parce qu'il n'y a jamais eu autant de raisons d'aider. Et pourquoi il n'y a jamais eu autant de raisons d'aider? Eh bien parce que tout le monde vit longtemps, longtemps, longtemps. Les vieilles personnes vivent longtemps, elles vivent même très longtemps quand elles sont déjà en situation de dépendance à autrui pour les actes de la vie quotidienne. Quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, on ne disait pas la maladie d'Alzheimer, on disait démence sénile. Et quand un médecin déclarait que la personne souffrait d'une démence sénile, c'est comme ça qu'on l'appelait, on savait qu'on en avait pour un an et demi. Aujourd'hui, une personne âgée qui est dépendante ou qui est diagnostiquée avec des troubles cognitifs dont la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, on a une durée moyenne de vie après le diagnostic de plus de 8 années. Et plus de 8 années, c'est la valeur moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à vivre 15 ans avec une maladie d'Alzheimer bien avancée. Donc ça a révolutionné les choses. Et puis, il y a aussi la prévalence des maladies chroniques invalidantes dont on mourait avant. On avait un accident vasculaire cérébral, on avait un cancer, on n'irait pas trop. Maintenant, on a un cancer, on peut avoir un deuxième cancer, on est pendant quelque temps en fragilité. C'est une révolution, c'est une transition démographique extrêmement importante. Mais quand on a commencé à parler de cette transition démographique, on n'a pas pensé à parler en même temps de l'incidence sur les proches. Et quand on dit les proches et les proches aidants, ce sont 80% de familles et ce sont 20% de personnes qui sont des amis proches, bien évidemment, des voisins proches, bien sûr. Mais aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que la société doit apporter aux personnes qui en ont besoin les réponses nécessitées par leur État. Comme le disait Florence à l'instant, cette question des aidants, non seulement par leur nombre et non seulement par l'évolution que l'on peut constater aujourd'hui, mais aussi par leur rôle dans la société et par le fait que le maintien à domicile ou le soutien à domicile, je préfère d'ailleurs cette formule, de ces personnes, entre autres atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais d'autres, dépend beaucoup de ce que l'aidant peut faire pour lui permettre justement de vivre dans les meilleures conditions qui soient. D'où l'importance du prendre soin, c'est-à-dire de prendre en compte la globalité de la personne, en tant qu'être indivisible, psychique, social, culturel, spirituel, et en tenant compte de sa propre histoire. C'est, au fond, respecter la part énigmatique du comportement du malade, surtout quand il s'agit d'une malade d'Alzheimer. En ce qui concerne les aidants, moi je suis devenu aidant sans être préparé, sans formation. Les risques majeurs de l'aidant, c'est à la fois l'épuisement, c'est l'isolement, parce que je me suis rendu compte que même des amis très proches se sont un peu éloignés parce qu'ils ne comprenaient plus rien non plus, ils ne savaient pas comment il fallait se comporter, etc. Donc c'est l'isolement, puis c'est un sentiment de culpabilité, surtout le jour où il a fallu prendre la décision de dire eh ben maintenant c'est l'établissement. D'où, je crois, l'idée qu'il faut pour l'aidant faire face à la maladie et pas seulement faire avec les conséquences de la maladie. Je ne sais pas si contexte de dépendance psychique difficile à appréhender. Et ce n'est donc ni simple ni facile. Le diagnostic étant donné, l'aidant doit se faire aider. Et son rôle évolue petit à petit, grâce d'ailleurs à cette aide technique extérieure, évolue de l'aide technique qu'il a pu apporter au début de la maladie à plutôt l'accompagnement de la malade. Et moi, je préfère d'ailleurs personnellement cette idée de l'accompagnement parce que l'accompagnement, ça nous met sur un pied d'égalité entre la malade et ce qu'on appelle l'aidant, tandis que l'aidant et l'aidé, il y a une situation, j'ose pas dire d'infériorité parce que c'est pas comme ça qu'on le vit, mais enfin quand même le rapport entre l'aidant et l'aidé n'est pas tout à fait le même que celui que l'on peut avoir, grâce d'ailleurs à l'apport des professionnels qui nous permettent d'être plus un accompagnant que vraiment un aidé. Et donc, en ce qui concerne les rapports avec les professionnels, je dois d'abord dire, et je le dis tout le temps, ma grande reconnaissance à l'égard des professionnels de l'aide à domicile. Parce que sans eux, je ne sais pas comment les aidants pourraient accomplir vraiment leur mission d'aidant. Et pour moi, avec les professionnels, je crois qu'il y a 3 mots sur lesquels je reviendrai souvent.
c'est complémentarité entre l'aidant, l'aidé et le professionnel. C'est coordination, parce qu'il faut travailler ensemble. Et c'est compétence, parce que le professionnel doit atteindre un niveau de professionnalisation qu'il est tout à fait important d'acquérir. Alors nous, en tant qu'auxiliaire de vie, voilà, on intervient pour la personne aidée. Mais à côté de ça, on a des familles qui se sentent seules, qui se sentent démunies face à une maladie, face à une pathologie, face à un handicap. Et à nous, en tant que professionnels, aussi de prendre du temps de parole, du temps d'écoute, pour intervenir aussi, alors pas directement, parce que l'aide est pour la personne aidée, mais pour aider aussi la personne aidée. Alors, aider la personne aidée tout en restant à sa place. Chacun doit avoir sa place. Il y a le professionnel, il y a la personne aidée et il y a l'aidant. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une situation compliquée où je pense que dans le projet de vie de la personne aidée, l'aidant devrait participer. Parce que l'aidant, pour une qualité d'intervention à domicile, l'entourage compte beaucoup pour nous. C'est un appui parce que ça nous donne des éléments pour pouvoir travailler avec la personne, pour pouvoir travailler auprès de la personne. Donc on a besoin de toutes ces personnes-là. Donc elles nous appuient, on appuie les aidants et ils nous appuient aussi dans notre travail. Moi, ce que je constate à domicile, c'est que on emploie le terme aidant, mais finalement, qui est aidant? Qui n'est pas aidant? À quel moment est-ce qu'on est aidant? Il y en a qui vont bien se reconnaître, s'identifier à ce terme-là, et il y en a d'autres, au contraire, beaucoup moins, qui ne connaissent même pas ce terme. Notamment aussi dans une certaine génération, des femmes pour qui le terme d'aidant, ben non, pour eux, c'est familial, c'est ancré en elles. Elles ne prennent pas en compte ce terme d'aidant, alors que des fois on intervient pour la femme, mais à côté de ça, la femme va aider son mari, va aider son fils, alors qu'elle-même, elle est aidée et elle est aidante. Elle ne se rend pas compte, mais ça la fatigue énormément. Avec ma mère, ça se passe le mieux possible. Moi, j'ai seulement sur les épaules le poids de mon âge, forcément. Bon, je ne rajeunis pas. Et puis surtout le fait qu'il y a l'occupation mentale. En ce qui me concerne, je suis prêt à faire, j'ai déjà fait, et je fais encore beaucoup de choses, aussi bien pour ma mère que pour ma fille, mais faire la toilette de ma mère, c'est une chose qui m'est complètement... Mais bon, je ne sais pas si c'est un phénomène culturel ou si c'est la relation mère-fils, mais pour moi, c'est quelque chose qui est inconcevable. Alors, si c'est inconcevable et ça ne me pose pas de question, ça ne me pose pas de problème de déléguer ces choses en accompagnant, en disant bon... Déjà, même si vous dites délégué, vous voyez, quand les mots qu'on charrie, ça veut dire qu'éventuellement, vous auriez pensé que ce serait à vous que ça incomberait. Faire la toilette de son parent, ça n'est pas du tout évident. Et même par rapport à quelque chose que vous avez eu l'amabilité d'évoquer, Jean, qui est la question de l'amour, eh ben, ça se questionne à deux fois. Finalement, le professionnel, il a vraiment sa place parce que justement, la personne aidée va pouvoir dire ben oui, j'ai mal là, il faudrait que la kiné vienne parce que, bon, alors que la personne aidée ne va pas forcément le dire à quelqu'un de la famille. Voilà, c'était juste une observation, hein, c'est trivial ce que je dis, mais c'est vrai que c'est du vécu et on sent que c'est quand même quelque chose de problématique peut-être pour les aidants proches parce qu'à un moment donné, il y a ce rapport qu'il y a familial qui en fait qui modifie un peu certaines choses quand même. Vous voyez, alors qu'avec le professionnel, la personne aidée, bon, ben, c'est quelqu'un de l'extérieur qu'on a bien voulu faire venir à la maison, donc on va peut-être plus se confier. Voilà. Dans le Pas-de-Calais, nous venons de mettre en place un mouvement interassociatif, l'UNA, sous la tutelle du Conseil Général, un GCSMS, la plateforme ELSA. C'est une plateforme d'aide aux aidants. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour aider les aidants directement, mais c'est une plateforme à laquelle les aidants pourront s'adresser pour avoir des réponses à leurs questions. Et cette plateforme, la personne qui en est la responsable, va faire des permanences dans les différents secteurs de la communauté d'agglomération, puisqu'on a un territoire assez étendu avec le centre-ville Saint-Omer, la communauté d'agglomération, mais on a aussi plein de villages extérieurs, et vous savez ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on regroupe, avec la nouvelle loi, on regroupe des villages, et donc cette plateforme va prendre une dimension plus importante que prévu au départ,
Parce qu'il y aura des permanences dans les villages, dans certains centres-bourgs, de manière à mettre les gens... C'est pas pour faire, c'est pour apprendre aux gens à faire, pour montrer, voilà, votre besoin c'est celui-là, voilà, une réponse, une réponse. Le côté financement, c'est vraiment ça peut être la pierre d'achoppement parce que la difficulté, c'est vraiment d'obtenir des subventions. Et finalement, si on obtient des subventions, on met tout de suite en péril le projet parce que la subvention, de toute façon, a un terme. Donc nous, ce qu'on essaie de construire, c'est à partir déjà, le projet d'aide au répit est construit non pas à partir de subventions, même si on espère obtenir celle de la Massif, mais c'est plutôt de l'inclure déjà à partir d'excédents qu'on a pu faire ces dernières années dans le cadre de la préfiguration et du CEPOM qu'on a mis en place. C'est d'inclure vraiment cette aide au répit dans le cadre de l'aide prise en charge, dans le cadre des prises en charge sociales type APA, PCH ou aide sociale. Et tout notre travail dans le cadre de la préfiguration, sur la deuxième partie de cette préfiguration, c'est vraiment d'arriver, ça ne va pas être facile parce qu'en plus on vient de changer de politique dans le département, de parvenir à inclure l'aide au répit et l'aide aux aidants, j'irais, dans le cadre des prises en charge sociales. Et ça, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'actuellement, ce que l'on fait, c'est qu'auprès de personnes accompagnées, on a déjà une réalité d'accompagnement social. Vraiment, c'est-à-dire de personnes qui viennent simplement, non pas liées à la pathologie des personnes, mais vraiment à leur potentiel. Et donc inclure une prise en charge dans l'accompagnement social, c'est inclure, moi je dirais, nécessairement la prise en compte des dimensions, familiales et donc des aidants proches. Et c'est toute la réalité de ce côté aide au répit. C'est pour ça que malgré tout, même si cette histoire de 500 € dans le projet de loi qui pourrait voir le jour au 1er janvier 2016, c'est hyper important parce que ces 500 € justement pourraient être mutualisés dans le cadre de l'ensemble des plans d'aide et servir finalement à des réponses d'aide au répit de ce type. Je pense que dit Dominique est important parce que, enfin tout ce qu'elle dit est important, mais si c'est intégré dans les prestations sociales, on peut avoir un schéma qui sera comme la santé. Il y a un régime obligatoire de sécu et les assureurs dont je fais partie viennent en complément du régime de base. Donc à partir du moment où c'est intégré dans un socle social, je pense que ça va faciliter largement les solutions privées, parce qu'on est dans le privé, malgré tout, même sur les mutualistes, pour venir en complément d'une base. Par contre, le plus important, me semble-t-il, si je devais vous laisser un message, c'est qu'effectivement, il n'y a aucun aidant qui est pareil qu'un autre aidant, et c'est par l'examen de sa situation en tant qu'aidant qu'on va pouvoir lui apporter des réponses. C'est pas l'aidant qui dit j'ai un besoin de santé, ben, il ne sait même pas qu'il est en mauvaise santé, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc c'est vraiment de s'adapter systématiquement à chacune de ces situations pour apporter les réponses les plus simples possibles qui vont pouvoir leur apporter du bien-être, du mieux-être, de pouvoir bien vivre sa situation d'aidant. Parfois il faut passer par du soutien, parfois il faut passer... Mais en tout cas, le plus important, c'est d'être dans cette orfèvrerie. Vous avez parlé d'artisanat tout à l'heure, également dans ce que vous faites à domicile, de pouvoir trouver la bonne solution à un moment donné. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous nous sommes engagés auprès de UNA pour accompagner les organisations qui ont envie de travailler sur ces solutions à titre, bien évidemment, de coopération et de partenariat.